cette séquence-là. Alors, comme je disais, donc, le GDK, une fois que vous installez le GDK, alors si vous travaillez avec la plateforme Windows, donc vous allez voir que GDK se trouve dans le programme Files. Euh, il y a un dossier Java. Alors, comme vous voyez dans le dossier Java programme Files, on trouve GDK 1.6, GDK 1.7. Donc, j'ai deux versions, j'ai installé deux versions, mais en tout cas, de toute façon, vous travaillez avec une version de GDK, par exemple 1.6, et vous avez GRE6 et GRE7. Donc, GRE, c'est la machine virtuelle pour l'exécution, et GDK, c'est pour développer. Alors, généralement, quand on installe le kit de développement Java, la première des choses qu'on aura besoin de faire une configuration de la variable d'environnement path. Alors, vous savez que si vous travaillez soit sous Windows ou bien Linux, il y a une variable système qui s'appelle path. Alors, pour les gens qui ne l'ont jamais utilisé, je vais vous montrer à quoi ça va servir. Alors, si vous travaillez sous Windows, avec les propriétés du poste de travail, généralement, de l'ordinateur, et dans les paramètres système, on va trouver ce qu'on appelle les variables d'environnement. Et dans ces variables d'environnement, on va trouver un certain nombre de variables, et parmi lesquelles il y a une variable path. Alors, cette variable path, qu'est-ce qu'elle contient? Modifiée. Il contient un ensemble de chemins séparés par des points virgules. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la partie qui me concerne, c'est-à-dire la partie Java, parce que je l'ai déjà ajoutée. CTRL X. Je suppose que je n'ai pas encore fait la modification de cette variable d'environnement. Je valide. Je suis maintenant dans GDK, et dans GDK, vous avez un dossier qui s'appelle bin. Et dans le dossier bin du GDK, vous avez par exemple un programme qui s'appelle JavaC. JavaC, c'est le compilateur. Avec JavaC, c'est avec ce programme, en principe, qu'on peut compiler une application si vous voulez le faire sur ligne de commande. Et supposons que vous êtes sur ligne de commande, CMD, et vous tapez par exemple à un moment donné JavaC. Ne soyez pas étonné si vous avez ça. Je vous dis que JavaC n'est pas reconnu en tant que commande interne. Alors, normalement JavaC, ce programme-là, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve là. Il se trouve dans Programme File, Java, GDK bin. Donc ça veut dire que normalement, si je veux exécuter JavaC, il faut que je saisisse tout le chemin où se trouve, n'est-ce pas? Donc le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait généralement? Que ce soit, quel que soit le système. Quand vous lancez une application sur ligne de commande, il va la chercher dans le répertoire courant. S'il existe, il va la lancer. S'il n'existe pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter la variable path. Alors la variable path, il déclare un ensemble de chemins. Et bien, tout simplement, tous les chemins qui sont déclarés dans path, ben, ils vont servir pour la recherche des applications qui sont lancées. Alors, autrement dit, ce que je vais faire maintenant, c'est que je prends ce chemin-là, que j'ai ici, CTRL-C, et je vais tout simplement l'ajouter à la variable path. Modifier. Et après, de préférence, on va la mettre au début. Alors pourquoi je vous dis au début? Parce que je sais que vous utilisez Oracle, n'est-ce pas, la formation des cours, n'est-ce pas? Alors quand vous utilisez Oracle, généralement, c'est que Oracle lui-même, il installe une version de Java. Sauf que le problème, il installe une version ancienne. GDK 1.4 ou parfois 1.3. Ben, il dit, écoute, parfois vous avez des conflits de versions et parfois vous ne savez pas d'où provient. Alors tout simplement, c'est la raison pour laquelle, quand vous avez un GDK par exemple 1.6, ben, tout simplement vous le déclarez dans la variable path. De préférence au début, ça veut dire que de toute façon, quand vous lancez une application, vous êtes sûr qu'il va commencer à exécuter cette version-là et non pas une autre version qui peut être installée par un autre outil. En fait, Oracle, de toute façon, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Oracle, lui, il a une ancienne version. Donc, si vous ajoutez une nouvelle version, ça va marcher. Il y a toujours, mais le problème, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, si vous ajoutez dans GDK une version qui est très ancienne, là, ça peut poser un problème. Et d'ailleurs, pour Oracle, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il sait très bien où se trouve son propre GDK. Donc, même s'il le met dans la variable. Alors, si je fais cette opération-là,
si je fais cette opération, et bien tout simplement, regardez ce qui va se passer. Sur ligne de commande, quand je vais taper Java C, alors il ne va plus me dire la commande, elle est incorrecte. Il exécute. Donc là où je suis, donc je peux accéder à la commande Java C. Mais si je parle Java C, il n'y a pas que Java C. Il y a des commandes Java, il y a d'autres commandes. Et ça, même si vous allez voir qu'on n'aura pas besoin souvent de faire ces opérations sur ligne de commande, parce qu'il y a des outils qui permettent de faciliter le travail, mais vous allez voir que dans le déploiement d'applications, on commence par ça, et en fin de compte, on revient sur ça. C'est-à-dire que vous commencez à faire une petite application sur ligne de commande si bien, au début, ça vous permet de comprendre. À un moment donné, vous passez sur un environnement, vous oubliez carrément ligne de commande, vous faites tout sur l'environnement. Mais quand vous serez à un stade avancé d'exécution d'application, vous voulez déployer une application, parfois vous revenez sur ces problématiques. Donc c'est pour cela qu'il faudrait, c'est important de les signaler à un moment donné. Donc il y a déjà la variable d'environnement path. Alors maintenant, dans le kit de développement Java, une fois qu'il est installé, alors comme je disais, donc, si on regarde dans le dossier bin, on va trouver un ensemble de programmes qu'on va utiliser, parmi lesquels il y a Java C, c'est le compilateur. Java, c'est la commande qu'on va utiliser pour exécuter. Et par exemple, applet viewer, c'est une commande qu'on va utiliser pour tester les applets, etc., etc. Donc il y a beaucoup de programmes qui sont là, les définitions, chaque programme, il va servir à une fonctionnalité. Mais pour le moment, on aura besoin de connaître deux choses. Comment compiler Java C et comment exécuter avec Java. Alors c'est ce que je vais vous montrer. Donc Java C, c'est le compilateur et Java, c'est l'interpréteur. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je suppose que je viens d'installer le kit de développement Java, j'ai configuré la variable path, je veux créer une application Java. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer par exemple un éditeur de texte. Pour le moment, en principe pour développer avec Java, il faut installer un éditeur vraiment Java. Alors nous, on va travailler avec Eclipse, qui est un environnement qui est un peu qui est proposé dans votre formation, parce que vous allez l'utiliser dans J2E, mais vous pouvez travailler avec NetBeans ou JDeveloper ou n'importe, c'est la même chose. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Alors maintenant, ça c'est un éditeur de texte de bloc-notes, je veux créer une application Java. Alors on va admettre un certain nombre de choses au départ, c'est qu'une application Java, c'est une classe. La classe, vous lui donnez un nom. Le début de la classe, la fin de la classe. Alors ça c'est des codes. Public class, le nom de la classe. Donc ça veut dire que c'est une classe, parce que dans Java, tout ce qu'on crée, c'est des classes. Et dans laquelle nous avons le programme principal. Et la fonction principale, c'est la fonction main. C'est le programme qui va s'exécuter en premier lieu. Et du coup, donc la méthode main, généralement, elle est toujours déclarée comme ça. Public, static, void, main. Toujours comme ça. Alors, par la suite, on va bien sûr comprendre pourquoi statique, pourquoi void, pourquoi public, mais en tout cas, il faut admettre que la méthode main, elle est toujours public, statique, void, et en même temps, il reçoit un tableau de chaîne de caractères comme argument. Un tableau de string. Le début, la fin. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une application Java. Donc, une application Java, c'est une classe qui contient la méthode main, c'est-à-dire c'est quelque chose que je peux exécuter. Alors, la première instruction que vous allez également admettre, c'est comment afficher un simple message en utilisant une fonction print line, par exemple, le test de cours. Alors, pour afficher un message, on va utiliser une fonction qui s'appelle printLine, sauf que cette fonction-là, il se trouve dans un objet qui s'appelle out, d'une classe qui s'appelle system. Alors, ça, c'est pas le contenu qui m'intéresse pour le moment, mais ça, à quoi ressemble une application Java. Alors, cette application-là, quand je l'ai créée, je vais l'enregistrer. Je l'enregistre quelque part. Alors, je suis... par exemple, dans C, je vais créer un dossier. 1. Créer massif, c'est ça. Votre master. C'est très, très joli titre. Créer massif. C'est ça. C'est RE. Créer massif. 1. 7. Pourquoi 7? Promotion. 7.0.
Alors, j'ai un dossier, Crémacy. Alors, maintenant, dans ce dossier-là, je vais enregistrer l'application. Je dois lui donner un nom. Quel est le nom que je vais donner? Je lui donne le même nom que la classe, test, suivi de l'extension .java. Alors, en fait, quand la classe est publique, c'est obligatoire. Nous allons voir que quand vous mettez une classe publique, ça veut dire que le nom, obligatoirement, il porte le même nom que la classe. Et comme généralement on utilise des classes publiques, souvent, on met dans les classes portent les mêmes noms, les fichiers portent les mêmes noms que les classes. À moins si dans le même fichier vous avez plusieurs classes, et dans ce cas-là, donc vous allez choisir le nom de la classe qui est publique. C'est pour cela qu'on. Mais en tout cas, les. Alors pourquoi? Pourquoi on devrait mettre le même nom? Ça, c'est pour faciliter la gestion des classes. Vous allez voir, la machine virtuelle Java, en fait, elle instaure une organisation. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Mais pour des raisons de. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'à un moment donné, quand on va parler des applications extensibles, il y a une partie qui concerne le chargement dynamique des classes. Et souvent, pour charger les classes, on a besoin de connaître le nom du fichier. Et le nom du fichier, pour lui, automatiquement, ça représente le nom de la classe, donc il va l'instancier. Donc, mais c'est juste une normalisation, une organisation qui va faciliter plus le travail, vous allez voir. Mais vous, c'est pas compliqué. Pour ne plus avoir d'ambiguïté, vous avez une classe, vous lui donnez le même nom, le fichier, vous lui donnez le même nom que la classe. Ben justement, parce que c'est ce que je vous dis bien. Donc, d'ailleurs, c'est le nom de la classe. Si le fichier ne porte pas le même nom que la classe, quand vous allez compiler, il vous dit non. Mais si la classe est publique, mais si la classe n'est pas publique, il ne va pas vous dire ça. Alors maintenant, je viens de créer un fichier que j'ai enregistré dans un dossier. Alors, ce dossier-là, c'est un crémacy. Alors, quand je vais afficher le contenu, donc je vois bien que j'ai un fichier qui s'appelle test.java. Alors ça, c'est le code source. N'est-ce pas? J'ai parlé tout à l'heure du code source. Ça, c'est le code source. Alors maintenant, je vais le compiler. Java C, test.java. Donc je fais appel au compilateur qui se trouve dans le kit de développement et je lui donne le nom de la classe. Alors si l'application ne contient pas des erreurs, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est que si vous affichez le contenu du répertoire à nouveau, après la compilation, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, il y a test.java et il y a test.class. Alors déjà, ça c'est très important. Test.java, c'est le code source. Test.class, c'est ce que nous appelons le bytecode. Code source, le bytecode. Donc c'est qui permet d'obtenir le bytecode à partir du code source? C'est le compilateur. Donc, code source. Vous voyez ça? Le code source, c'est du point Java. Compilation, c'est quelle commande? Java C. Et le bytecode, c'est .class. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? L'exécution. Le GDK, quand j'appelle Java C, je suis en train de faire appel au GDK. Ouais. Maintenant, pour exécuter, c'est Java. Java test. Java test. Alors, quand j'appelle Java, ça veut dire que j'appelle la machine virtuelle Java et je dois lui donner le nom d'une application. Et l'application, il doit contenir la méthode main. Et généralement, on n'a pas besoin de mettre .class. C'est pas qu'on n'a pas besoin, il ne faut pas mettre .class parce que par défaut, il va chercher le .class. Donc, il va chercher le byte. Si vous mettez .class, il va chercher un autre fichier .class. Et là, vous exécutez une application. Alors, une petite manipulation qui montre que il faut un kit de développement Java. Je viens de configurer la variable d'environnement path. J'ai créé une application, le code source, je le compile, je l'exécute. Mais généralement, c'est pas comme ça qu'on va travailler les applications. Alors généralement, vous aurez besoin de travailler avec un environnement de développement qui est spécialisé pour Java. Alors sans doute un niveau académique. Alors quand je lance Eclipse, et après je vais vous parler de la suite, la première des choses qu'il vous demande, c'est de spécifier ce qu'on appelle le workspace. En fait, le workspace, c'est quoi? C'est un dossier dans lequel on va enregistrer les projets. Alors, par exemple, ici, donc je suppose que j'ai un workspace que je vais appeler
crée 7. Crémacy 7. Crémacy 7. Voilà. Ça, c'est le workspace. D'accord? J'ai bien écrit ça? Ok. Alors, pour compléter, donc je viens de lancer Eclipse, et quand je disais, pour apprendre la programmation Java, donc généralement, au niveau académique, souvent, parfois, on préfère utiliser NetBeans, c'est un environnement avec lequel on peut apprendre à programmer, à tester les applications. Mais dans un niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau des entreprises, généralement, il y a plus Eclipse que NetBeans. Donc NetBeans, donc vous pouvez l'utiliser pour apprendre à programmer, à passer les certifications Java et un certain nombre de choses. Mais ce serait bien de prendre l'habitude de travailler avec Eclipse parce que d'ailleurs c'est l'environnement sur lequel on a bâti beaucoup de plateformes que vous allez manipuler par la suite. Alors quand vous lancez Eclipse pour la première fois, donc il vous affiche cette fenêtre Welcome que je vais fermer. Et la première des choses que je vais faire, je vais commencer par créer un projet Java. Java Project. Et dans le projet Java, je vais l'appeler TP Java 1. Alors ça veut dire quoi créer un projet? Ça veut dire tout simplement, regardez ici, il va créer un dossier qui s'appelle TP1 à l'intérieur du work finish. Alors quand je crée un projet Java, dans un projet Java, je peux créer bien sûr plusieurs classes de l'application, mais pour le moment, dans cette démonstration, je vais vous montrer comment créer une simple application Java, une simple applet Java pour faire la différence. Et après, par la suite, donc on va juste par la suite parler de la programmation orientée objet, les fondamentaux. Et on aurait déjà une idée sur l'environnement que vous allez utiliser. Alors, la première des choses, quand vous lancez Eclipse, en principe, vous avez un environnement qui définit un certain nombre de fenêtres. Notamment, il y a la fenêtre qu'on appelle Package Explorer. En fait, cette fenêtre-là, elle vous montre ce qu'on appelle les packages de l'application. Mais si vous voulez voir la structure des projets, il y a une autre fenêtre qui est aussi importante, qu'on va chercher dans le menu Windows, Show View, Navigator. La fenêtre Navigator, qu'est-ce qui permet de vous montrer? La structure de votre projet en termes de fichiers. Alors, je vois bien que dans mon projet, il y a un dossier SRC et un dossier bin. SRC, c'est là où je vais créer le code Java, le code source, et bin, c'est le byte code. Alors maintenant, je vais créer une application Java. Une application Java, c'est une classe. Je vais appeler un nouveau test. Et comme je sais qu'il y a déjà la méthode main, donc public static void main, je peux la cocher. Là, il dit que donc j'obtiens la structure d'une application. Alors, vous voyez donc ici donc la structure de l'application. Je vais agrandir la taille des caractères, comme ça on peut mieux voir. Préférence. Alors, qu'est-ce que je vois là? Donc, je vois une application. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est des commentaires. Je vais les effacer. Et après, donc vous avez un environnement qui est plus convivial. Par exemple, vous voulez afficher un message. Donc, vous utilisez la classe système. Alors, forcément, quand vous utilisez point, la notation pointée, donc vous avez l'intelligence, c'est-à-dire vous allez choisir par exemple l'objet out, et après point println, ainsi de suite. Ou tout simplement, on utilise des abréviations. Par exemple, Cisco. Alors, généralement, les touches les plus utilisées dans les environnements, c'est CTRL espace. CTRL espace, c'est toujours l'éditeur, il vous propose des choses. C'est la majorité des éditeurs et c'est également la même chose pour Eclipse. Par exemple, j'écris Cisco CTRL espace et j'ai directement système.out.println. C'est donc un message. Oui, ils sont personnalisables tout à fait. Sauf que généralement, on va plus vers le standard. C'est-à-dire que ce soit pareil pour tous les environnements Java. Alors ici, donc, j'ai un programme. Alors bien sûr, dans ce programme-là, si vous écrivez système avec S minuscule, donc il va vous le souligner en rouge, comme quoi il y a un problème de syntaxe. Donc c'est le compilateur qui réagit ici. Quand vous enregistrez, c'est très important, une fois que vous enregistrez, il compile. Alors regardez, au niveau du dossier civil, vous avez test.class. Donc vous voyez donc l'opération de compilation, elle est faite par Eclipse. Et si vous voulez exécuter,
il y a plusieurs manières, donc on va utiliser run as Java application. Et quand vous exécutez, donc vous avez le message qui est affiché au niveau de la console. Donc, ça c'est plutôt plus simple de faire ça que ce que nous avons fait tout à l'heure. Mais le plus important, c'est de faire ce que nous avons fait tout à l'heure parce que c'est ça la base généralement de la programmation Java. Mais après, donc, une fois que vous savez déjà comment faire sur ligne de commande, vous pouvez oublier, vous passez directement sur Eclipse. Alors ça, c'est une application Java. Maintenant, je vais vous montrer une applet Java. Alors, quoique il y a des concepts qu'on va admettre, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est quoi une applet Java? Une applet Java, comme je disais tout à l'heure, c'est une application Java, mais qui est destinée à s'exécuter dans des pages web. Alors, dans Java, tout ce que vous créez, c'est des classes. Donc, ça veut dire une applet Java, c'est une classe. Alors, je vais l'appeler First Applet. First Applet ou bien First App. Je vais rien cocher. Donc, de toute façon, je ne suis pas obligé de cocher parce que après, c'est à moi de. Si j'ai oublié de cocher quelque chose, je peux toujours l'écrire ou je peux le générer avec des raccourcis. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est que voilà une classe. La première des choses, c'est une classe. Parce que tout ce que vous créez dans Java, dans G2E, c'est des classes. Donc, par les classes, le nom de la classe, j'ouvre la collage, je ferme. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est que nous allons devoir admettre qu'une applet Java, c'est une classe qui hérite d'une classe qui s'appelle applet. Alors, vous savez que dans l'orienté objet, il y a un concept qui s'appelle l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ça veut dire pas hériter quelque chose, ça veut dire que vous n'avez fait aucun effort et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est déjà fait. Exactement. Alors, une applet, normalement, c'est un tas de choses à faire pour afficher une applet dans une page web. Mais ici, donc, on ne va pas réinventer la roue, mais tout simplement, on vous dit qu'une applet, c'est une classe qui peut hériter d'une classe qui existe déjà, qui s'appelle applet. Alors maintenant, vous allez admettre que dans Java, une applet, pour hériter, on utilise le mot extend, et la classe s'appelle applet. Alors, sauf que si vous écrivez applet, vous allez voir que pour le moment, le compilateur ne la reconnaît pas. Pourquoi? Parce que dans Java, les classes généralement sont stockées dans ce qu'on appelle des packages. Alors, on va admettre que dans Java, dans la bibliothèque Java, il y a un dossier qui s'appelle Java. À l'intérieur duquel il y a un dossier qui s'appelle applet, minuscule. À l'intérieur duquel il y a une classe qui s'appelle applet.class. Il y a d'autres classes, bien sûr. Également, dans le dossier Java, il y a un dossier qui s'appelle AWT, dans lequel je trouve des classes comme par exemple label, classe. Je trouve texte, field, point, classe. Je trouve par exemple bouton, bouton.class. Ça veut dire que quand vous installez le kit de développement Java, vous avez déjà un certain nombre de bibliothèques qui sont déjà installées. Mais ces bibliothèques, ces classes, elles sont organisées dans une hiérarchie. Alors, on va dire que la classe applet appartient au package java.applet. Donc, ça veut dire normalement, si vous voulez utiliser la classe applet, il faut écrire app java, java.applet.applet. Donc, vous voyez donc, ça c'est la classe, et ça c'est ce que nous allons appeler le package. Le package, tout simplement, c'est un dossier qui regroupe un ensemble de classes. Alors, c'est pour cela ici, donc, avec Eclipse, généralement, quand vous écrivez une classe, avec CTRL espace, regardez, qu'est-ce que je vois? Il y a des codes qui viennent d'être ajoutés. Notamment, vous avez import java.applet.applet. Alors, si vous ne faites pas ça, vous devrez écrire ici java.applet. Et là maintenant c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors sauf qu'au lieu à chaque fois d'écrire le package.class, ça serait bien d'utiliser l'instruction import. Et d'ailleurs l'instruction import c'est les premières instructions avec lesquelles on commence dans une classe. Donc je vais utiliser import java.applet, soit que je mets point étoile. Alors si je mets point étoile, ça veut dire toutes les classes qui se trouvent dans le package. Alors juste il faut faire attention, quand vous voyez import, ça ne veut pas dire importer quelque chose. On n'importe rien. Parce que souvent on croit que import ça veut dire que vous importez physiquement un certain nombre de fichiers. Non, on est juste en train de montrer les différents chemins
dans lesquels le compilateur va chercher les classes. Donc ça veut dire que le compilateur, quand il va appeler, il va chercher dans ce paquet, est-ce qu'il existe? S'il existe, il va. C'est ça. Donc étoile, ça veut dire toutes les classes en principe qui existent maintenant dans ce paquet, vous pouvez les utiliser. Exactement. Alors, quand vous avez utilisé .NET, vous utilisez, je ne sais pas si vous avez fait C# ou avec .NET. Using C#. Donc vous utilisez using les packages à peu près. Sauf que là aussi le package dans .NET, c'est ce que nous appelons les namespaces. Alors, ça c'est la première des choses à admettre. Deuxièmement, c'est qu'à l'intérieur d'une applet, il n'y a pas de main. Mais par contre, il y a une méthode qui s'appelle init. C'est pour faire l'initialisation. Alors, cette méthode-là s'écrit souvent comme ça, public void init. Alors, quand une applet est chargée dans une page web, la première méthode qui va s'exécuter, c'est la méthode init. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons créer une simple applet dans laquelle on va insérer un texte, ce que nous appelons un label, c'est-à-dire une étiquette, une zone de texte, il y a un bouton, et après on va dessiner un rectangle, pour juste dire que ça, c'est pas du HTML. C'est-à-dire une appli Java dans laquelle on va afficher un texte, une zone de texte pour l'assiser, un bouton, et après un rectangle. Alors, pour ajouter un composant à une applet, on utilise une fonction qui s'appelle add. En fait, la fonction add, c'est une fonction que nous avons héritée de la classe applet. C'est l'héritage. On hérite quelque chose. On hérite une méthode qui s'appelle add, qui permet d'ajouter à l'applet. Qu'est-ce que je vais ajouter? Alors, nous allons également admettre que pour créer un objet dans Java, pour créer un objet d'une classe, on utilise la commande new. New, c'est-à-dire un nouveau objet que je vais créer. À partir de quelle classe? Label. Et le texte, c'est? Non, point virgule. Alors ça veut dire quoi? Je suis en train d'ajouter un objet de type label dont le contenu, c'est non. Alors, sauf que la même chose ici, il est encore souligné en rouge. Pourquoi? Regardez ici. Dans quel package? Je vois ici que label se trouve dans le package java.adobe. Donc, j'ai encore besoin de faire import. Sinon, avec Eclipse, comme je disais, CTRL espace, et j'ai l'importation. Alors, pour ne pas faire label, je peux mettre étoile, parce qu'il y a d'autres classes qui se trouvent dans le même package que je vais utiliser. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Add new text field. Alors, une zone de texte, on va lui donner la dimension, par exemple 12. En fait, 12, c'est la largeur, le nombre de caractères en largeur. Et j'ajoute un bouton. Dans le texte, c'est OK. Alors, comme vous voyez ici, donc, ça, c'est du code Java, mais ça, c'est ce que nous appelons une applet. Ce n'est pas une application Java. C'est-à-dire, ce n'est pas une classe qui contient la méthode main. Ce n'est pas une application desktop. Mais c'est une application, c'est une classe Java qui est destinée à s'exécuter à l'intérieur d'une page web. Vous savez que pour créer une page web, vous aurez besoin de connaître un peu de HTML, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez tester cette applet-là, vous pouvez cliquer avec le bouton droit et après Run as. Ce n'est plus une application, c'est une applet. Et vous allez remarquer qu'il va vous afficher une fenêtre, n'est-ce pas? Dans laquelle j'ai le texte non, j'ai une zone de texte et j'ai un bouton, n'est-ce pas? Mais en principe, une applet, si vous voulez réellement voir l'applet, il faut créer une page HTML. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une page HTML. New. Alors, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas fait du HTML, c'est clair qu'il y a un minimum de prérequis en HTML que vous devrez connaître. D'accord? Alors, surtout quand vous allez faire J2E, donc il y aura forcément un peu de HTML. Mais ici, j'ai besoin d'une seule chose. HTML. Alors, un fichier que je vais appeler page.html. Page.html. C'est l'extension.
Bien, alors une page HTML, comme vous voyez, voilà la structure d'une page HTML. Alors, je simplifie les choses, ça je le supprime. Ça, je le supprime. Ça, je le supprime. Bon, alors pour le moment, c'est que vous avez une page HTML dans laquelle vous avez body. Body, c'est le corps de la page. Alors maintenant ici, donc, je vais juste insérer une couleur d'arrière-plan pour la page en utilisant l'attribut PG, color, background color. Par exemple, le bleu, c'est-à-dire 00, 00, FF, rouge, vert, bleu. Alors maintenant, le HTML, vous le connaissez. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment insérer une applet Java. Alors pour insérer une applet Java dans une applet, on va utiliser une balise HTML qui s'appelle applet. Applet. Alors l'applet, il contient un certain nombre d'attributs, et notamment l'attribut code. Maintenant, vous spécifiez le code de l'applet. Comment il s'appelle la classe? J'ai déjà créé la classe, il s'appelle firstapplet.class. Donc vous voyez bien, une applet, c'est une classe Java. Vous savez déjà insérer une image dans HTML. Et ici, donc, je suis en train d'insérer une applet. Et après, on va lui donner la largeur avec l'attribut 8, par exemple 500 en largeur, et en hauteur, height, par exemple 500. Enregistré. Ça, c'est une page HTML. Alors maintenant, je vais l'ouvrir sur le navigateur. Alors, sauf que pour l'ouvrir sur le navigateur, je vais passer sur mon workspace. Donc, c'est Crema 7. Ça, c'est le workspace. Enfin, j'ai le projet que je viens de créer. Dans l'autre projet, il y a le dossier bin. Et dans le dossier bin, j'ai la page HTML. Mais également, j'ai l'applet. Alors maintenant, je vais l'ouvrir, la page, je l'ouvre avec un navigateur, peu importe le navigateur. Eclipse. Oui, source. Quand on la crée dans source, il crée automatiquement une copie dans bin. Donc tous les fichiers qu'on crée dans source, il les copie dans bin. Alors j'autorise l'exécution des applets au niveau de la page. Mais ce qui est important ici, c'est de voir c'est que le navigateur, quand il arrive à une page HTML, il trouve une page qui fait appel à une applet Java. Enfin, automatiquement, il va démarrer la machine virtuelle. Donc, vous voyez, donc ça c'est à travers une machine quelconque. Ça peut être même un téléphone portable. Vous prenez un téléphone, vous vous connectez vers un site. Dans le site, vous avez une applet Java. Et là, l'applet Java, elle va s'exécuter. Alors, ce que vous voyez en gris, c'est l'applet Java. C'est-à-dire, tout ce que vous savez dans Java, à un moment donné, on peut bien l'insérer dans cet espace qui est gris. Mais tout ce que vous voyez en bleu, c'est la page elle-même. Donc, c'est ce que vous pouvez ajouter par la suite. Alors maintenant, pour terminer cette démonstration, je vais juste ajouter le rectangle que j'avais promis d'afficher dans cette applet-là. Donc, ça va être l'occasion pour nous de voir comment dessiner dans une applet. Alors, comment on va dessiner dans une applet? Eh bien, tout simplement, je reviens à cette classe et vous allez encore admettre que pour dessiner dans une applet, on définit une méthode qui s'appelle paint. J'écris paint avec CTRL espace. Vous voyez donc CTRL espace ce qu'il fait. Il redéfinit une méthode qui s'appelle paint. Alors j'efface beaucoup de choses. En fait, la méthode paint, généralement, c'est pour dessiner. Alors pour dessiner, on peut utiliser un paramètre qui est de type graphique. En fait, graphique, c'est quoi? C'est une classe dans Java qui contient toutes les méthodes de dessiner. Dessiner un rectangle, un cercle, une ligne, des couleurs. Donc, quand on veut faire des dessins, notamment représenter des courbes ou je ne sais pas quoi, généralement, on peut faire ça à l'intérieur de cette méthode. Alors maintenant, je veux dessiner un rectangle. J'écris tout simplement g.draw rect. Alors, je dessine un rectangle dans le point de coordonnées 200, 200. La largeur du rectangle, c'est 150 par exemple. Et la hauteur, c'est 100 par exemple. C'est juste... et après, par la suite, on peut imaginer le reste. Donc, qu'est-ce que je viens d'ajouter? Ça, c'est une applet Java dans laquelle, une fois qu'il est affiché, il va quand même dessiner quelque chose.
Alors maintenant, si je l'enregistre, ça veut dire qu'il est recompilé, ce qui va me donner l'occasion à nouveau de l'afficher sur le navigateur. Je peux bien sûr changer de navigateur. Autoriser l'exécution des applets. Bon, puisque je vois toujours la même applet, mais cette fois-ci, je vois un rectangle qui est dessiné. Alors, je vais arrêter cette démonstration, je fais un résumé, et après, on va voir ce qu'on va retenir. En fait,